Bordé par le plus grand fleuve de France, à cheval sur les territoires orléanais, de Touraine et d'Anjou, le Val-de-Loire recèle de nombreuses merveilles. On s'y rend pour ses vignobles, sa Loire majestueuse, ses nombreux châteaux. Sa nature, ses villes et villages sont imprégnés de 2000 ans d'histoire. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une destination mémorable et incontournable. À l'extrémité est s'étend la forêt d'Orléans, à perte de vue. Avec ses 50 000 hectares, c'est le plus vaste massif domanial de France métropolitaine. Intégrée au domaine royal au Moyen-Âge, surexploitée, elle fut reboisée par l'Office national des forêts au XIXe siècle. La création d'une réserve naturelle garantit aujourd'hui la préservation de sa biodiversité. Le belvédère des Caillettes est son point culminant. Il fait 24 mètres de hauteur, l'équivalent de 7 étages. Une fois gravi les quelques 150 marches, le promeneur peut se repérer et s'informer devant cette mer végétale aux couleurs changeantes au gré des saisons. Il y a plus de 1500 ans, Attila installait ici un campement pour préparer le siège d'Orléans. Aujourd'hui, on y parle plutôt d'amour, on se ressource et bien souvent, on revient. Le sous-sol de sable et d'argile retient les eaux de pluie, comme en témoignent les 2 marais et les nombreux étangs. Le plan d'eau de la vallée de Combreux se chamarre de maillots de bain et de parasols en été. C'est un paradis pour les amateurs de pêche, une oasis entourée d'arbres, bercée par le chant des oiseaux. Les tracas de la vie urbaine y paraissent bien loin. À 40 km plus à l'ouest, Orléans, ancienne ville royale, enchantera les amateurs d'histoire et de quartiers authentiques. Appréciée pour ses bords de Loire, elle est célébrée pour sa magnifique cathédrale gothique Sainte-Croix. Sa flèche, qui culmine à 106 mètres de haut, est l'une des plus élevées de France. Il aura fallu plus de 600 ans pour l'achever. Sculptés en bois de chêne, 21 médaillons, datant de plus de 300 ans, représentent les principales scènes de la vie de Jésus-Christ. Ces piliers sont les seuls au monde à ne pas porter de croix. La légende raconte qu'au IVe siècle, Sainte Verte, évêque d'Orléans, eut une vision. Alors qu'il célébrait le rite de consécration, il vit la main de Dieu bénissant l'édifice. S'arrêtant dans sa tâche, il dit « Cette cathédrale a été bénite de la main de Dieu, elle ne le sera point de main d'homme. » Des médaillons sur la clé de voûte rappellent cet épisode. Une statue de Jeanne d'Arc évoque les efforts des évêques d'Orléans pour élever au rang de sainte cette paysanne mythique qui sauva la ville. De nombreux vitraux racontent son destin héroïque.
Ici, Jeanne entend les saints qui lui ordonnent de libérer la France de l'occupation anglaise. Là, femme soldat conduisant l'armée jusqu'à la victoire. Martyre, condamnée à être brûlée vive. Enfin, béatifiée et canonisée. Levez la tête et vous saurez tout de cette figure hors du commun. Celle qu'on nomme la Pucelle d'Orléans est présente dans bien des rues de la cité. La maison de Jeanne d'Arc reconstitue même la bâtisse où elle séjourna pendant le siège de la ville par les Anglais. Sa statue équestre trône au centre de la place du Martroi, très fréquentée et souvent festive. Ici encore, son épopée est racontée sur les reliefs de son socle. Impossible de passer à côté, elle est même gravée sur le sol. Dans les rues du cœur historique, entièrement restaurées, les maisons à pans de bois ou en pierre créent un décor unique pour se promener ou profiter d'une terrasse par beau temps. Bien loin de sa source dans le Massif central, la Loire est ici puissante et large. Sur les murs de ces berges, on peut observer les niveaux et les dates de ces crues dévastatrices. C'est aussi un lieu privilégié pour les sportifs et les flâneurs. Plus à l'ouest, s'étend la réserve naturelle de Saint-Mesmin. Un havre de paix, dans lequel plus de 1800 espèces d'animaux ont été recensées, dont nombreux oiseaux, migrateurs ou sédentaires, aux noms poétiques. Ici le cygne, mais ailleurs le balbuzard pêcheur ou le chevalier guignette. Sur terre et sous l'eau, la faune se fait discrète à l'approche de l'homme. Un peu plus loin, au confluent de la Loire et du Loiret, la pointe du Courpin doit son nom au pain que les piètres récoltes permettaient à peine de produire dans ce lieu autrefois cultivé. C'est ici que Timothée, un jeune passionné de pêche, vient passer son temps libre. Entre sport et méditation, il aime rester des heures à attendre que morde le poisson, puis il le rejette à l'eau. Ce type de pêche s'appelle le no-kill, qui ne tue pas. J'ai appris à pêcher en même temps que j'ai appris à marcher, donc on peut dire que c'est une grande partie de ma vie parce que j'y ai consacré beaucoup de temps. En quelque sorte, c'est ce qui me fait vivre, ouais, c'est ce qui m'anime, du fait d'être à l'extérieur, dans la nature. C'est pas non plus une science exacte et du coup, l'intérêt, c'est que c'est de la recherche, c'est des heures et des heures d'expérience. La Loire, oui, c'est une rivière vivante qui change au fil du temps, au fil des crues. C'est un fleuve surtout qui est magnifique, c'est sauvage, ça rassemble une multitude d'espèces. À chaque prise, on peut avoir le poisson de sa vie au bout de la canne et c'est ça qui fait tout le charme en fait, de cette rivière. Cap sur Chambord, le plus mythique des châteaux de la Loire, construit sous François Ier et achevé sous Louis XIV.
Son escalier à double révolution est une merveille énigmatique. Un axe de rotation permet à ces deux rampes de ne jamais se croiser. Ainsi, deux personnes qui les empruntent en même temps ne se rencontrent pas. Léonard de Vinci en serait le concepteur, mais aucune preuve ne l'a avéré. La salamandre, symbole du roi, apparaît sur d'étranges bas-reliefs. Ce théâtre rappelle les pièces que donna Molière devant la cour hostile de Louis XIV. Mais le roi déclara « Voilà le vrai comique ». Cet immense poêle en céramique témoigne de la difficulté de chauffer un espace aussi monumental. Le château détient une superbe collection de tapisseries. Ici, le triomphe de Scipion. Leur fonction joignait l'utile, elle retenait la chaleur, à la beauté. Celle-ci décrit la montée au Capitole de l'homme d'État romain. La glorification des héros de l'Antiquité était un thème très apprécié par la royauté. Comme beaucoup d'autres détails décoratifs, ces 80 caissons sculptés représentent le F de François Ier, le nœud de 8, emblème de sa mère, et la salamandre. Jusqu'en 1682, la cour était itinérante. Le mobilier et les décors des appartements suivaient les déplacements du roi. Grâce au travail de reconstitution de Jacques Garcia, le visiteur peut imaginer à quoi ressemblait la chambre de François Ier. Les meubles et accessoires ne sont pas d'origine, mais l'immersion est garantie. Ce réaménagement concerne 8 pièces du château. Ici, la chambre de Louis XIV, où les courtisans assistaient au lever et au coucher du roi. Ce lieu servait en fait davantage à la parade qu'au sommeil. Prolongement de l'escalier à double révolution, la tour lanterne est la plus haute du château. L'escalier qui permet de monter au sommet était réservé au roi. François Ier y emmenait les personnalités qu'il souhaitait impressionner, même son ennemi, l'empereur Charles Quint. Rares sont ceux qui, aujourd'hui, peuvent accéder à cette vue splendide à 360 degrés. L'ardoise et le tuffeau blanc, pierre calcaire typique du Val-de-Loire, agrémentent les parties hautes du château. Les jardins à la française imaginés sous Louis XIV mènent à la forêt, d'où l'on entend parfois le brame des cerfs. À une vingtaine de kilomètres plus au nord, s'étend la Petite Beauce. À Mave, le moulin de Lonlon, du surnom de son dernier meunier, Léon Tournois, tourne encore pour les visiteurs grâce à l'énergie de passionnés. Le remplacement des ailes en toile, propice aux accidents, par du bois, a permis de contrôler le système à l'intérieur du moulin et à travailler plus en sécurité. Dans ce décor qui restitue la vie quotidienne au moulin, le temps s'est arrêté avant que la transformation des céréales en farine ne soit mécanisée. Tout semble prêt pour le travail. Pourtant, l'activité a bel et bien cessé en 1945. Entièrement restauré, ce moulin tourne encore pour ne pas être oublié.
Cap vers le sud, ou près de Chaumont-sur-Loire, il est un mode de locomotion idéal pour admirer la vallée depuis le ciel, la montgolfière. Le calme de son vol permet d'observer les châteaux de la Loire et le patrimoine naturel sous un angle exceptionnel. Federico, italien et pilote depuis toujours, a choisi de vivre ici avec sa compagne française. Il propose des promenades aériennes, monte et démonte souvent la nacelle et le ballon, mais une fois en haut, les paysages sont toujours changeants, du lever au coucher du soleil. Quand la bonne altitude est atteinte, admirer la vue devient, pour lui, un plaisir partagé. On est à 1000 mètres, messieurs, dames. Je fais mon premier vol à 2 ans avec mon papa. Et du coup, après, même quand j'étais petit, j'ai toujours volé dans une montgolfière. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai passé ma licence. C'était ma passion d'abord, et puis c'est devenu mon métier. Et c'est très sympa de pouvoir lier sa passion et son métier. Moi, c'est déjà une belle sensation de liberté qu'on a, parce que on est tout seul, suspendu en l'air. Que j'apprécie beaucoup, c'est les calmes, les silences, vraiment la zénitude, se laisser porter par les vents. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, sauf moi. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui et du coup, il m'a prévu cette petite surprise pour mon anniversaire et c'est une très très belle surprise. C'est magique. Et juste là, le château de Chenonceau et ses jardins inoubliables, qui a rejoint Chambord au patrimoine de l'UNESCO, transformé et sauvegardé par des femmes jusqu'au début du XXe siècle. La tour des Marques est le seul vestige visible du château médiéval, repris après l'expulsion de la famille Marques par un bourgeois anobli, Thomas Bohier, qui le fit rebâtir. Des dettes contraignirent son fils à céder à son tour le domaine à la couronne. Il est unique par ses arches monumentales qui enjambent le Cher et l'effet miroir de l'eau qui émerveille les visiteurs. Les jardins sont chargés d'histoire. Celui-ci porte le nom de Diane de Poitiers, favorite d'Henri II, qui lui offrit Chenonceau aux grandes dames de Catherine de Médicis. Ici, le labyrinthe italien, curiosité commandée par Catherine de Médicis, située dans une clairière de ce parc de 70 hectares. Sur la porte d'entrée, en bois sculpté et peint, figurent les armes de Thomas Bohier et la salamandre de François Ier. Au rez-de-chaussée, la chambre de Diane de Poitiers. Son lit à baldaquin reste sous la surveillance du portrait de la reine Catherine de Médicis, dont les initiales sont gravées en lettres d'or sur cette cheminée. À la mort du roi, elle récupère le domaine donné à sa rivale, y installe son fils, Henri III, et embellit le château. C'est probablement de ce cabinet vert que Catherine de Médicis gouvernait la France.
La collection de peintures qui s'y trouve contient des chefs-d'œuvre, comme ce Tintoret représentant Salomon et la reine de Saba. De cette petite pièce, la vue sur le Cher est exceptionnelle. En 1576, celle qu'on appelait la Reine Noire fit construire une splendide galerie, exactement sur le pont Diane de Poitiers qui enjambait la rivière. Longue de 60 mètres et large de 6 mètres, éclairée par 18 fenêtres, elle devient une salle de bal où la cour se presse pour danser sur son sol carrelé d'ardoise et de tuffeau. Au début du XIXe siècle, elle est ornée de médaillons évoquant de célèbres personnages historiques. L'influence majeure des femmes sur Chenonceau lui vaut le nom de Château des Dames. À l'étage, la chambre de Louise de Lorraine surprend par son atmosphère lugubre. Après la mort de son époux, Henri III, elle s'y retira de longues années dans le recueillement, entourée de tissus noirs et d'ornements funèbres. Après sa mort, l'histoire royale du domaine s'achèvera. Au sous-sol, les cuisines, composées de plusieurs salles, plongent le visiteur dans l'histoire culinaire de France. L'office dessert la salle à manger du personnel, le garde-manger et la boucherie. Couteaux et crochets de toute taille y attendent leur gibier après les solennelles parties de chasse du domaine, restées légendaires bien après la royauté. La cheminée de l'office, datant du XVIe siècle, est la plus grande du château et servait à cuire des bêtes entières à la broche. Juste à côté, le four à pain. Ce piano de cuisson du début du XXe siècle deviendra l'outil des grands chefs. Les casseroles portent encore le nom du dernier propriétaire, ayant fait fortune dans le chocolat. Direction Amboise, un peu plus au nord, en Indre-et-Loire. Résidence royale, notamment de Charles VIII et François Ier, cette ville est considérée comme le berceau de la Renaissance française. Son château de style gothique offre un panorama impressionnant. Les rues du centre historique, bordées de maisons en briques et colombages, témoignent du riche passé médiéval de la cité. À quelques pas du centre-ville, le château du Clos Lucé, que François Ier offrit à Léonard de Vinci, nommé premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Il y vécut les 3 dernières années de sa vie, apportant d'Italie dessins et tableaux. Génie aux multiples facettes, il travaillait à ses recherches et inventions, tout en mettant en scène les fêtes de la cour. Il laisse derrière lui de nombreuses maquettes, ouvrages anciens, croquis, dessins, dont ceux de l'escalier à double révolution de Chambord. Dans le parc, 20 machines grandeur nature rappellent à quel point le maître était en avance sur son temps. Ici, l'invention du char d'assaut, des hélices d'un hélicoptère, la mécanique de la roue écureuil, toutes ces œuvres sont maniables par les visiteurs
qui peuvent en comprendre, du moins essayer, le fonctionnement. Une quarantaine de toiles translucides parsèment la verdure et mettent en valeur les détails de ces tableaux, mais aussi les travaux d'anatomie de ce passionné du corps humain. Une des plus belles pièces de cette expérience culturelle et sensorielle est ce pont à double niveau, imaginé pour garantir une distanciation physique lors d'épidémies. Aujourd'hui, on le traverse pour savourer la beauté du jardin de celui qui fut également passionné de botanique. En route, 50 km plus au sud, pour Sainte-Maure-de-Touraine, commune agricole connue pour sa délicieuse bûche de chèvre au lait cru. Les amateurs sont invités à découvrir cette exploitation familiale. Ici, se perpétuent les traditions d'une activité qui fait la fierté de la région. Par passion qu'Angélique a quitté sa vie de bureau pour promouvoir son terroir et s'occuper de ses chèvres qui le lui rendent bien. À l'atelier, les étapes de fabrication, caillage, égouttage, démoulage, se succèdent selon un savoir-faire ancestral. C'est un réel plaisir de fabriquer des Sainte-Maure-de-Touraine puisque c'est un passe-temps, c'est une passion. Je fais du mieux que je peux avec ce que mes chèvres me donnent. C'est complètement de l'artisanat culinaire de fabriquer des fromages et des Sainte-Maure-de-Touraine. Sur une paille de seigle, l'appellation d'origine contrôlée et le numéro d'identification du produit garantissent le respect de normes strictes. Le fromage est salé et cendré en surface. Traversée de bout en bout, la bûche est maintenue, prête à être dégustée. Angélique pourrait-elle retourner à sa vie citadine ? Non, j'ai pas envie de retourner secrétaire demain. Cap-sur-Tour, ville d'art et d'histoire, capitale de France sous plusieurs royautés. Son quartier médiéval, très dense et commerçant, témoigne de sa longue prospérité. Au volant de sa 2 chevaux, Pierre-Yves sillonne les rues pavées et propose cette voiture populaire et rurale, devenue une icône même au cinéma, pour découvrir la cité natale de Balzac. La 2 chevaux, c'est des souvenirs de vacances à la campagne chez les grands-parents. Je suis natif de Touraine et c'est une région qui me tient à cœur. J'ai toujours voulu partager notre culture et notre art de vivre. Quand j'ai récupéré les 2 chevaux, j'ai tout de suite pensé à faire découvrir le Val-de-Loire à bord de ce véhicule mythique. C'est une partie de l'histoire d'après-guerre et ça fait partie intégrante de l'histoire de la France. Lors de sa conception, le cahier des charges indiquait qu'elle devait être en mesure de traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul. À une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Tours, c'est au cœur du domaine du Château du Cé, dont le décor, dit-on, inspira Charles Perrault pour La Belle au bois dormant, que sont garées ces belles automobiles. Citroën a développé bien des séries depuis le premier modèle et optimisé le confort, mais la carrosserie n'a presque pas changé. Aux antipodes des impératifs de vitesse, elle représente aujourd'hui un certain art de vivre. Plus au sud s'étendent les vignobles de Chinon. C'est ici qu'est cultivé le cépage rouge Cabernet Franc. Pierre, viticulteur local, vérifie chaque jour ses rangées avec attention. Le vin fait partie de notre tradition depuis plus de 2000 ans. Le vin de Chinon est un vin particulier dans le Val-de-Loire puisque c'est un vin de longue garde. Pour travailler dans les vignes, il faut être très observateur. On va observer la pousse, on va observer les insectes, on va observer les vers de terre, la vie de la nature, de telle façon à apporter à la vigne ce qu'elle a besoin.
C'est de l'art et c'est avant tout une recherche de qualité, c'est une recherche de bonheur, de pouvoir faire des produits qui font plaisir aux gens avant tout. À 50 km autour du lac de Riez, il est un autre plaisir, celui de remonter le temps. Une ligne de chemin de fer, longue de 3 km, permet aux voyageurs de profiter du paysage dans les conditions de la belle époque. Locomotives à vapeur, diesel, wagons anciens, tous authentiques, sont conservés et entretenus par des bénévoles qui en prennent soin depuis bientôt 50 ans. Pour Jean, président de l'association, c'est une histoire de famille. Père cheminot, grand-père cheminot, fils cheminot, c'est une histoire effectivement de vie cheminote. Et puis j'ai été bercé là-dedans, quoi, en fait. Les chemins de fer départementaux, c'est quelque chose qui a pratiquement disparu. Donc il fallait faire quelque chose pour les faire revivre. Je m'étais dit quand même, moi, si on ne fait pas quelque chose pour préserver les anciennes locomotives à vapeur, ce serait dommage. C'est presque du bonheur, c'est même incroyable. Quand on a lancé l'assaut en 77, on n'y croyait pas. Et puis, plus de 40 ans après, on se dit, bah, purée, ça marche, ça fonctionne. Derrière la chaudière, chacun à son poste manie l'outil avec attention, reproduisant les gestes des cheminots d'autrefois. L'allumage, la chauffe, la conduite en extérieur, sans oublier le fameux sifflet pour prévenir piétons et bicyclettes. Une fois le train et sa mélodie passés, les multiples chants des oiseaux reprendront leur place. Car ce lac est aussi un haut lieu d'observation ornithologique. Plus au sud, au confluent de la Loire et de la Vienne, Cande-Saint-Martin est un des plus beaux villages de France. Ces maisons aux murs de tuffeau contrastent avec les toits d'ardoise et se succèdent le long des ruelles escarpées. Ancien port de pêche et haut lieu de la batellerie, il est aujourd'hui incontournable pour la beauté de son patrimoine médiéval et Renaissance. La collégiale Saint-Martin, une des rares églises fortifiées de la région, fut construite là où mourut l'évêque canonisé. Lieu de pèlerinage et d'inspiration pour les artistes, cette pépite historique a conservé les vestiges de quelques remparts. Les rues prennent de l'altitude, la verdure se fait plus présente le long des belles demeures. Le sommet de la colline et ses panoramas, accessibles par bien des sentiers de randonnée, ne sont plus loin. Le château de Meaux fut construit au début du XIXe siècle en lieu et place de l'ancienne résidence d'été des archevêques de Tours. Appelé Châteauneuf, il fut rebaptisé au nom de la mascotte de ses propriétaires passionnés d'art contemporain. Et ce gorille donne le ton. Dans le parc forestier, une exposition de street art vaut le détour.
Un parcours permet aux visiteurs de vivre l'expérience d'un musée à ciel ouvert. Plus de 4 hectares sur lesquels l'art urbain cohabite et dialogue avec le végétal. Ici, une étrange toile nommée Cocon de Fabienne Tessier-Monod. Mais chacun est libre d'y voir ce qu'il veut, c'est l'idée de ce voyage. Là, des portes de métro parisien, réinventées par l'artiste Moa, qui contraste avec la douceur du paysage. Peintres, illustrateurs, graffeurs, pochoiristes y exposent les créations qu'ils ont conçues ici, en résidence, sur des installations en bois, en métal, en tissu ou sur des murs existants. Sur cette terre, riche d'histoire, l'empreinte d'un présent bien vivant. À quelques kilomètres, au sud, se trouve la plus grande cité monastique d'Europe, l'abbaye de Fontevraud. Son fondateur, Robert d'Arbrissel, moine et ermite, y installa en 1101 une communauté mixte de disciples pour y créer un nouvel ordre religieux. Critiqué pour cette cohabitation homme-femme, certes chaste, il put compter avec la protection des comtes d'Anjou, puis de la dynastie anglo-normande des Plantagenets. Sous les coupoles reposent les gisants polychromes d'Henri II d'Angleterre et Aliénor d'Aquitaine, leurs fils Richard Cœur de Lion et Isabelle d'Angoulême. Le cloître est le cœur du monastère. Il dessert toutes les parties de l'ensemble et fut réaménagé au XVIe siècle à l'initiative d'abbesses issues de la famille royale de Bourbon. C'est à cette époque que fut construite la salle capitulaire accessible par cette entrée richement sculptée. Ces peintures murales en demi-cercle évoquent les scènes de la Passion du Christ, dans lesquelles se retrouve le portrait des abbesses. Ce détail rappelle l'importance du rôle des femmes dans l'abbaye. La Révolution porte un coup d'arrêt définitif à l'activité monacale. En 1804, sur ordre de Napoléon, l'établissement devient pénitentiaire et le restera jusqu'en 1963. Les tout derniers prisonniers participeront même à la longue restauration de ce site magnifique. Direction Saumur, dite la perle de l'Anjou. Une ville notamment admirée pour son château entouré de fortifications et sa prestigieuse école de cavalerie. Les rues médiévales invitent le passant à imaginer le temps où les fabricants de chapelets maniaient l'outil devant les bâtisses au XVIe siècle. Aujourd'hui, il y fait bon vivre et la réputation de son vin n'est plus à faire. Il est un jeu traditionnel du Val-de-Loire qui se pratique encore ici et dont les premières traces datent du XVIIe siècle, la boule de Fort.
Michel, c'est Paul saute. Au-dessus. Le jeu consiste à approcher ces boules le plus près possible d'un cochonnet. Faut arrêter non plus. Bien, Nico. Un des côtés de la boule, qui n'est pas ronde, est renforcé par du métal qui influence la trajectoire sur un terrain en forme de gouttière. C'est là toute la difficulté, mettre son fort du bon côté. C'est un sport technique qui se joue exclusivement en chaussons pour protéger le sol. On raconte que ce jeu fut inventé par des meuniers qui utilisaient de vieux roulements de moulins. On dit aussi que la forme de la piste viendrait des mariniers qui jouaient au fond des embarcations. Mais rien n'est sûr. Mon petit grassouillet, là, tu vas te chier? Non. Tu te m'en fous? Ah oui, regarde bien, oui. Bien la rampe maintenant. Il va lâcher. En guise de maître, des bouts de paille à l'ancienne. Allez, 4 points, ça serait bien. On va peut-être faire 4 points là-dessus. Cette pratique, organisée sous forme de sociétés regroupées en fédérations, fait l'objet de défis très sérieux suivis dans la région. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? C'est bien. On va être gentil, on va vous mettre 4. Ce sport très convivial est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nicolas a rejoint récemment la Société de Saumur. S'il connaît le vocabulaire des trajectoires, il a vite compris que la pratique est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est très technique et je veux dire qu'il faut jouer autant avec sa tête qu'avec ses mains. C'est pointu comme jeu. C'est un cercle d'amis, même si on a certains plus de difficultés que d'autres dans la vie. Et là, ici, on se retrouve à la société, on est tous pareils. Tout le monde est au même niveau, on s'encourage. C'est une camaraderie, c'est une société d'amis réunis. À 20 km au sud-ouest, le paysage viticole cache dans ses sous-sols un site environnemental remarquable. À Douai-la-Fontaine, l'entrée de l'ancienne carrière de Perrières invite à découvrir les mystères du Falin. Une plongée dans la vie telle qu'elle était il y a 1 million d'années. Ce patrimoine troglodyte se découvre au fil d'un parcours scénographique qui mêle paléontologie et rêverie. Les géologues ont déterminé qu'il y avait ici autrefois une mer. Les animaux préhistoriques qui y vivaient reprennent vie grâce au jeu de lumière. Ce squelette de baleine invite à s'enfoncer encore plus loin dans ces galeries à la température idéale pour la culture du champignon, qui s'y pratiqua de la fin du 19e siècle jusque dans les années 80. Le falin est une roche sédimentaire composée de débris de coquilles cimentées par le sable. Son extraction commença au XVIIIe siècle. Ces caves cathédrales laissent imaginer le travail des carriers, dont certains gravèrent leur nom pour le souvenir. Le son des pioches rappelle combien il a fallu creuser longtemps pour rendre visible ce trésor. Retour à la surface. Un peu plus loin, une sablière fut creusée au début du XXe siècle. Le falin, utilisé pour divers usages, se montre ici sous son plus beau jour. Sur les parois des galeries, cette matière douce et friable est source d'inspiration pour les artistes qui viennent la travailler à même la roche.
Arsène, sculpteur de pierre, est un habitué des lieux. Venu bien des fois exprimer son art, il travaille concentré sur un nouveau personnage. Le challenge, c'était de faire des personnages dans l'improvisation. Il y a mon savoir-faire, mais il y a la matière avec sa difficulté. Enfin, c'est tendre, c'est extrêmement tendre. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a parfois de l'impatience. Le Falin, il y a quelque chose de vachement, enfin très très calme, très apaisant, très reposant. Voilà. Ça doit suivre le calme de la Loire et ça se retrouve dans la matière. On pourrait faire de la méditation dans le Falin. Il y a une harmonie qui se crée entre des choses anciennes, de la vie, et puis quelque chose de contemporain, qui est de la sculpture. Il est une autre histoire qui se raconte autour du Val-de-Loire, celle de sa batellerie, qui fut ici une des plus importantes de la région. Cette embarcation traditionnelle glisse au fil de l'eau comme au premier jour. Petit bateau à fond plat, elle était utilisée autrefois pour la pêche, le transport des voyageurs ou des marchandises qui descendaient le fleuve. Même si les voiles ont été remplacées par des moteurs, ce bac fait toujours la fierté des habitants de Montjean-sur-Loire, port principal du fleuve au XIXe siècle. L'activité fluviale y fut soutenue, notamment grâce à la production de fours à chaud et de la culture du chanvre qu'il fallait transporter. De nos jours, c'est un moyen idéal pour couler des heures heureuses et profiter des vaches, de la faune et de la flore qui défilent. Aux commandes de leur gouvernail, des passionnés perpétuent l'histoire de la batellerie. Hommes et femmes pour qui le paysage ligérien n'a plus aucun secret. C'est le cas de Tiphaine, jeune angevine, qui navigue depuis l'enfance. À la manière de ses ancêtres, elle descend chaque jour le fleuve et tire un trait d'union entre le passé et le présent. Quand j'ai commencé à la navigation, j'avais l'impression d'être la reine du monde. C'est jamais parti, cette passion, quoi. J'ai commencé à 9 ans. On a l'impression d'avoir grandi d'un coup. Je vis au rythme des saisons et au rythme de la Loire. C'est tellement riche sur la partie historique, la partie faune et flore, la partie navigation, et je pense que c'est surtout quelque chose qui est très apaisant. Les arbres sur le côté qui prennent une couleur flamboyante et le ciel qui devient rosé au coucher de soleil le soir. Le Val-de-Loire est une terre qui ne s'oublie pas et se revisite indéfiniment. Son fleuve débordant de vie, son architecture exceptionnelle et la beauté de ses paysages en font un des plus beaux trésors de France.